Chers étudiants, bonjour. Je suis Dr Bouinani, spécialiste en hématologie clinique, spécialité qui reviendra fréquemment lors de votre parcours médical. Cette session sera consacrée à la splénomégalie. Pourquoi a-t-on choisi ce thème? Parce que quelle que soit votre spécialité, vous serez amené à voir un malade avec une splénomégalie. Que vous soyez généraliste, spécialiste en médecine interne, réanimateur, chirurgien, pédiatre, donc la splénomégalie est l'affaire de tous les praticiens sans exception. L'objectif de cette session est d'identifier les principales fonctions de la rate, poser le diagnostic de la splénomégalie et reconnaître les principales étiologies. On va entamer la présentation selon le plan suivant. Après l'introduction, on va faire un rappel anatomo-fonctionnel. Par la suite, on va faire le diagnostic clinique de la splénomégalie et on va conclure par les principales étiologies. La rate est un organe de 150 à 250 grammes chez l'adulte, localisé dans l'hypocondre gauche en position thoraco-abdominale, en regard de la 10e côte et en dérivation entre la grande circulation et la circulation portale. La rate normale n'est pas palpable. Toute rate palpable est une splénomégalie qui va nécessiter une enquête étiologique. La rate est un organe lymphoïde secondaire. C'est un organe hématopoïétique entre le 3e et le 5e mois de la vie intra-utérine et peut le redevenir dans certaines situations pathologiques. La rate possède une fonction de régulation du flux sanguin, de stockage. Elle contient approximativement 30% de la masse plaquettaire de l'organisme. La rate, elle a également un rôle de filtre. Les macrophages assurent l'élimination des hématies anormales, vieillies ou contenant des inclusions. Et enfin, une fonction immunitaire impliquant des cellules lymphoïdes et des macrophages avec production d'anticorps, surtout les IgM et les anticorps dirigés contre les bactéries encapsulées. Comment palper la rate? La palpation se fait chez un patient allongé en décubitus dorsal. La rate est palpée avec la main posée à plat en oblique, le patient respirant profondément, les genoux fléchis. Le bord inférieur recherché depuis la fosse iliaque gauche en remontant vers le rebord costal. La rate est mobile à l'inspiration profonde et sans contact lombaire. On mesure la taille de la splénomégalie sous le rebord costal en utilisant un calque ou un mètre ruban. Quand la splénomégalie est majeure, le pôle inférieur peut atteindre la fosse iliaque et dépasser l'ombilique. Et il peut occuper tout le flanc gauche et poser une difficulté de palpation qui est un piège classique de palpation. Toute masse de l'hypocondre gauche n'est pas forcément une splénomégalie. Ça peut être une hypertrophie du lobe gauche hépatique, un gros rein gauche, un kyste ou une tumeur de la queue du pancréas, une tumeur de l'angle colique gauche ou de la surrénale gauche ou un cancer gastrique. Alors, quelle est la place de l'imagerie dans le cadre de la splénomégalie? Il faut retenir que l'imagerie a une utilité diagnostique en cas de doute ou dans les cas difficiles, notamment une acite, une obésité ou une masse de l'hypocondre gauche d'origine indéterminée. L'échographie abdominale, elle confirme la nature splénique de la masse palpée, visualise la taille de la rate et renseigne sur la forme globuleuse, sur l'homogénéité et visualise d'éventuelles anomalies associées, notamment une hépatomégalie, des adénopathies profondes ou des signes d'hypertension portale. La rate est augmentée de volume lorsque ses dimensions sont supérieures à 15 cm pour le grand axe de longueur. La TDM n'est pas utilisée en première intention pour évaluer le volume de la rate. Elle montre la perte de la concavité, l'homogénéité du parenchyme et la présence d'éventuelles adénopathies ou autres masses associées. Mais ce qu'il faut retenir, que l'échographie est un bon examen radiologique pour explorer la rate.
Alors, quelles sont les conséquences de la splénomégalie? Premièrement, on a l'hémodilution. L'hémodilution qui est en rapport avec l'augmentation du débit sanguin qui traverse la rate, l'hypertension portale, avec augmentation de l'espace vasculaire portal. Et comme conséquence, on a également une pancytopénie modérée liée à l'hypersplénisme. Parmi les conséquences également, on a la rupture de la rate et l'infarctus splénique. La rupture de la rate se manifeste par un tableau de choc hémorragique, souvent précédé par des douleurs qui doivent faire rechercher un hématome sous-capsulaire splénique, bien sûr par l'échographie ou le scanner. L'infarctus splénique se manifeste par des douleurs du flanc ou des douleurs basithoraciques gauche. L'échographie et le scanner confirment le diagnostic. L'enquête étiologique est fondamentale pour poser le diagnostic étiologique de la splénomégalie. Les antécédents personnels à rechercher, essentiellement l'éthylisme, la notion de voyage dans une zone d'endémie parasitaire, des cas similaires dans la famille qui vont orienter vers une anémie hémolytique constitutionnelle. Les signes associés à rechercher, c'est la fièvre, les signes d'hypertension portale, l'hépatomégalie, l'acide, la circulation collatérale. L'ictère va orienter vers une hépatopathie ou vers une hémolyse congénitale ou acquise. Les adénopathies périphériques orientent soit vers une virose, une maladie de système, une leucémie ou un lymphome. Et l'examen des téguments et l'examen articulaire à ne pas oublier. Les examens de première intention sont représentés essentiellement par l'hémogramme, les réticulocytes, le frottis sanguin et le test de Kamps, la goutte épaisse en cas de voyage dans une zone d'endémie parasitaire, un bilan hépatique, notamment les gamma-GT, les transaminases, les phosphatases alcalines, un taux de prothrombine et l'électrophorèse des protides qui va préciser bien sûr la recherche d'un composant monoclonal dans le cadre d'un syndrome lymphoprolifératif. Le bilan d'hémolyse essentiellement par le taux de LDH, d'aptoglobine et de bilirubine. La recherche d'un syndrome inflammatoire par le fibrinogène, la CRP et l'AVS. Et dans le cadre d'une fièvre, il ne faut pas oublier les hémocultures, le CBU et le coqueur pour ne pas passer à côté d'une endocardite. L'échographie abdominopelvienne, la radiothorax et la fibroscopie digestive haute à la recherche de varices œsophagiennes peuvent être également demandées. Le myélogramme et la BOM sont indiqués essentiellement quand on a une splénomégalie isolée sans signe d'orientation. Alors, la biopsie ostéomédulaire et le myélogramme peuvent montrer soit une infiltration médulaire lymphomateuse, une maladie de surcharge, une leucémie atricoleucocyte ou carrément un syndrome d'activation macrophagique qui doit être évoqué devant la fièvre, l'hépatosplénomégalie, la pancytopénie, l'hyperféritinémie et l'hypertriglycéridémie et l'acytolyse hépatique. Dans certaines situations, on n'a pas de diagnostic. À ce moment-là, on peut aller jusqu'à la splénectomie à visée diagnostique, mais elle reste exceptionnelle. Les étiologies de la splénomégalie sont représentées essentiellement par l'hypertension portale, les pathologies infectieuses, les hémolyses chroniques héréditaires, notamment la thalassémie, la drépanocytose, la sphérocytose héréditaire, et les anémies hémolytiques acquises, notamment les anémies hémolytiques auto-immunes. Les hémopathies malignes, les leucémies et les lymphomes, les maladies de système, les métastases de tumeurs solides et en dernier, les maladies de surcharge. Après splénectomie, on observe d'abord une hyperleucocytose et une hyperplaquettose qui s'amendent dans quelques semaines. Ensuite, tout le long de la vie du patient, l'hémogramme va montrer des particularités constantes, notamment la présence de corps de Joly. Ce sont des petits résidus nucléaires qui persistent à l'intérieur des globules rouges et ça témoigne de l'absence de la rate. Le patient splénectomisé est un patient qui est exposé à faire des infections sévères à germes encapsulés, notamment le pneumocoque, le méningocoque et l'hémophilus influenzae.
Des complications thromboemboliques comme conséquence de la splénectomie sont également rapportées. La splénectomie expose à des infections sévères et parfois foudroyantes. D'où l'intérêt d'avoir une prophylaxie anti-pneumocoque, anti-méningocoque et anti-hémophilus influenzae associée à une antibioprophylaxie par pénicilline orale. On la conseille en général jusqu'à l'adolescence chez l'enfant et pendant 1 ou 2 ans chez l'adulte. Et bien sûr, une éducation du patient en cas de fièvre est nécessaire. C'est un arbre qui regroupe les principales étiologies de la splénomégalie. On a essentiellement les états infectieux, bactériens, virales et parasitaires. On a l'hypertension portale, les pathologies hématologiques, les leucémies, les lymphomes, les anémies hémolytiques. Et il ne faut jamais oublier les maladies de surcharge et les pathologies inflammatoires, notamment le lupus, la polyarthrite et la sarcoïdose. Pour conclure, il faut retenir que toute rate palpable est pathologique. Il faut toujours apprécier la taille de la rate en centimètres sous le rebord costal, chercher les signes d'infection, d'hypertension portale, les adénopathies et l'ictère. Les bilans de première intention sont l'hémogramme avec le frottis sanguin, le bilan hépatique, le bilan d'hémolyse et le bilan inflammatoire. Les conséquences de la splénomégalie sont essentiellement l'hypersplénisme et l'hémodilution. Retenir que la splénectomie à visée diagnostique ne s'envisage qu'en dernière intention.